Bonjour à tous et bienvenue pour le 8e épisode d'Impact Co 10% pour tout changer. Alors, on le rappelle, c'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Alors aujourd'hui, nous allons voir, et c'est une émission qui me tient à cœur particulièrement, nous allons voir quelles sont les solutions pour soutenir les femmes vulnérables. Et pour cela, nous recevons la directrice générale de la Fondation L'Oréal et la directrice adjointe de l'association Icambéré qui vient en aide aux femmes vivant avec le VIH. Alors bonjour Alexandra Palt. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe L'Oréal et également directrice générale donc, de la Fondation L'Oréal depuis bientôt 3 ans. Et également, nous recevons la directrice adjointe de l'association Icambéré, Fatem Zahra Benis. Bonjour et bienvenue Fatem Zahra. Bonjour. On commence tout de suite avec Alexandra Palt. Alors aujourd'hui, c'est un épisode 100% dédié aux femmes et on aime ça. Elles sont les plus vulnérables face au changement climatique, mais aussi surtout face à cette crise sanitaire. Tout d'abord, pour commencer, quelques mots à ce sujet pour commencer bien comprendre le contexte. En quoi actuellement les femmes sont plus vulnérables face à la crise sanitaire également? En fait, malheureusement, dans des grandes crises, c'est pas juste cette crise, mais dans les grandes crises en général, les premières victimes sont les femmes euh, pour plusieurs raisons. Bon, d'une part, les femmes étaient quand même celles qui ont été le plus impliquées dans la gestion de la crise. Il ne faut pas oublier que les infirmières, les aides-soignantes, les personnes, les caissières, les personnes qui travaillent dans la grande distribution, on a beaucoup, beaucoup de population féminine. Mais on a également un phénomène, bon, vous avez malheureusement tous vu, qui est la violence contre les femmes, qui a augmenté de 30% pendant le confinement, et ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, on peut craindre que c'était plus important encore. Et bien sûr aussi, l'économie qui va maintenant rentrer dans une phase de crise sociale et économique probablement assez dramatique. Et là, on voit très clairement que les premières à être écartées de l'emploi, les premières les familles monoparentales qui sont souvent des femmes, etc. Que donc, cette crise économique et sociale a des impacts particuliers pour les femmes. L'Oréal, on parle maintenant de L'Oréal, donc c'est le leader mondial dans l'industrie cosmétique. Vous avez actuellement 45 marques et vous dirigez la fondation L'Oréal, donc qui est forcément bien évidemment dédiée aux femmes. Cette fondation a été créée en 2007 et elle s'articule notamment autour de 3 programmes emblématiques pour les femmes et la science, pour les filles et la science, et également Beauty for a Better Life. Vous pouvez nous résumer les objectifs de cette fondation que vous dirigez? Oui, donc en fait, c'est les femmes et la science. On sait tous que malheureusement, la science reste, la recherche scientifique reste très, très masculine. La problématique autour de cela, c'est que une recherche qui répond aux enjeux pour tout le monde, donc qui prend en compte les contextes des vies, les particularités, il faut que ce soit une recherche inclusive. Donc, on a besoin de femmes dans la science et depuis 20 ans, nous soutenons donc les femmes chercheurs et cela pour les très accomplis, les grandes scientifiques, mais également, comme vous avez dit, les jeunes femmes pour les encourager à poursuivre des carrières dans la recherche scientifique. Donc ça, c'est l'engagement historique de L'Oréal. Se sont ajoutés à cet engagement historique 2 autres programmes qui sont donc d'une part la beauté inclusive, c'est-à-dire le soin de beauté et bien-être pour des populations en situation de fragilité, des femmes en situation de précarité, des femmes victimes de violences, des femmes souffrant d'un cancer, parce qu'on sait que prendre soin de soi détermine, contribue au bien-être et peut contribuer à l'insertion dans la société, à comment on interagit soit soi-même avec les autres. Et ça, c'est un programme qu'on mène donc aussi depuis une bonne dizaine d'années. Et en plus, on a maintenant ajouté un 3e pilier qui est femmes et climat, parce que les femmes sont aussi disproportionnellement impactées par le changement climatique et différemment impactées par le changement climatique. Et pour prendre cela en compte, on a donc ajouté un 3e pilier à notre fondation.
On va en revenir après avec un nouveau fonds qui a été dédié au climat et aux femmes avec cette crise sanitaire. Et vous avez également le programme Sharing Beauty with All qui a été créé en 2013. On parle là-dedans d'économie circulaire, d'optimisation des emballages, de la parité hommes et femmes. Vous pouvez aussi nous en dire un peu plus sur ce programme? Ouais, donc quand une entreprise veut vraiment être un acteur de la société, il y a deux choses que l'entreprise, d'après nous, doit faire. D'une part, transformer notre propre manière de produire, de faire notre métier, donc une transformation de notre modèle économique. Et donc ça, c'est typiquement donc notre politique interne de développement durable qu'on a nommé Sharing Beauty with All parce que ça parle à nos salariés, à nos collaborateurs. Donc, il s'agit de nous transformer, de transformer notre métier, nos activités. Quand on veut être sérieux autour du développement durable, il faut changer la manière de produire, innover, formuler, marketer nos produits. Et donc, c'est ça qu'on a fait depuis 2013. On s'est engagé dans une transformation qui est en cours, qui continuera encore. Hein. En juin, on annonce la prochaine génération d'objectifs développement durable. Donc ça, quand une entreprise veut être sérieux autour du développement durable et la RSE, il faut qu'elle change son modèle économique et de l'autre côté, il faut également contribuer à la société. Et donc ça, c'est un peu le deux piliers de comment on voit notre rôle dans la société. Très bien. On a vu également que depuis le début de la crise, comme beaucoup d'entreprises, le groupe L'Oréal s'est mobilisé et en plus assez rapidement. Vous avez fabriqué et distribué des millions d'unités de gel hydroalcoolique. Vous avez fait don d'1 million d'euros avec la fondation. Il y a eu le renoncement à l'augmentation de dividendes. La rémunération de votre PDG, Jean-Paul Agon, sera réduite de 30% sur l'ensemble de l'année 2020. Et là, ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est également que vous avez annoncé le lancement du programme justement de solidarité sociale et environnementale L'Oréal pour le futur avec un fonds de 150 millions, dont 50 millions, encore une fois, dédiés aux femmes. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Oui, en effet, on était déjà engagé donc dans cette transformation et depuis longtemps, on contribue à la cause des femmes. Mais maintenant, les enjeux du monde nous ont vraiment semblé justifier une accélération donc pour répondre à la crise sociale pour les femmes, mais également à la crise environnementale. Et ce qu'on a voulu faire avec L'Oréal for the Future, L'Oréal pour le futur, c'est de démontrer qu'on ne peut pas arbitrer entre les enjeux sociaux et environnementaux, qu'il faut mener le deux de front, c'est une société inclusive et une transition écologique. Et deuxièmement, pour les entreprises, il ne faut pas du tout penser que maintenant, la RSE, le développement durable, ça viendra après, une fois qu'on aura géré la crise économique. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut accélérer, qu'il faut faire plus. Et troisièmement, on voulait donc aussi poursuivre, bien sûr, déjà engagé notre soutien aux femmes et notre soutien à la transition écologique. J'ai une question, moi, qui m'intéresse également, c'est pourquoi ce soutien sur le climat? Là, il y a également 100 millions. Donc, pourquoi aujourd'hui, voilà, cette volonté de miser sur le climat? Moi, c'est vrai que ça me semble assez évident. Il nous reste 9 ans et demi pour retourner un peu bon, faire en sorte qu'on puisse tous, nous et nos enfants, continuer à poursuivre une vie sur cette planète. Et donc, on est tous dans le même bateau. Et je suis toujours surprise, aussi bien quand on me pose la question que quand je vois quelquefois les réponses, parce que il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire, soit on va tous ensemble s'engager à lutter contre le changement climatique, soit l'avenir pour nous tous, pour les citoyens, pour les entreprises, pour tout le monde, elle ne sera pas possible. Donc, c'est vrai que ça nous semblait assez évident. Malheureusement, ce n'est pas aussi évident pour toutes les entreprises, voilà, une volonté de miser sur l'adaptation, et cetera, également sur le climat. Vous avez publié également une tribune dans Le Parisien, le monde de l'entreprise d'après. Selon vous, il ressemblera à quoi, le monde de l'entreprise d'après, du monde d'après? Et quelles sont justement les nouvelles responsabilités que les entreprises doivent dorénavant respecter? Non plus parler, mais respecter. Ouais.
Ouais, c'est vrai ce que j'ai dit dans la tribune et je vais le répéter un peu ici. Je pense que c'est vraiment compliqué. Je ne veux pas être une autre personne qui émet un grand avis, quelque chose de très incantatoire qu'on entend maintenant depuis des semaines et des semaines. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse preuve qu'on est, nous, les entreprises, à la hauteur de cette crise, mais aussi à la hauteur des crises à venir parce que la crise sociale et environnementale, surtout la crise environnementale, elle est que à ce début, donc ça va être de pire en pire. Et donc, nous, les entreprises, on a des preuves à apporter, des preuves à apporter pour créer de la confiance, pour que tout le monde se dise, on est ensemble dans ce changement et dans cette transformation. Et je suis d'accord, je trouve que L'Oréal, on fait de notre mieux. Je vois d'autres entreprises également qui le font. Et maintenant, il faut absolument que ça devienne un mouvement généralisé. Et quand vous dites, vous avez également dit dans cette tribune, justement, nous n'avons pas 50 ans devant nous, il faut passer des mots aux actes dès à présent pour créer une société inclusive en prenant d'abord en compte les plus vulnérables. Donc l'heure n'est plus à l'incantation mais à l'action. Concrètement, vous avez des exemples concrets dans le groupe L'Oréal, des objectifs qui viennent peut-être d'être diffusés à échéance 2030 Ben, ou moi, j'ai pas 2050 ou même justement, ben, il y a 2025? deux choses. Ouais, sur le deux volets d'ailleurs, hein. Moi, je ne veux pas juste parler des objectifs parce que c'est vrai, on s'engage pour aller plus loin encore 2030, mais je veux aussi parler des résultats. Depuis 2000, quand on regarde nos émissions CO2 en 2005 et nos émissions CO2 aujourd'hui, on a réduit de 78% pendant qu'on a vécu quand même une croissance aussi assez phénoménale. Donc, on a réussi sur nos émissions CO2 à décorréler la croissance de nos émissions de CO2. Donc, moins 78% d'émissions CO2 dans notre activité industrielle. Ça prouve qu'on est sérieux sur ces questions-là. On a encore d'autres enjeux qu'on est en train de travailler et qui sont devant nous, mais notre engagement est réel et depuis longue date. Et sur les personnes, bien sûr, le plus vulnérables, c'est vrai aussi que depuis donc, le début de notre grand programme développement durable en 2013, on a pu réintégrer presque 100 000 personnes dans l'emploi, pas au sein de l'entreprise, mais dans notre chaîne de valeur, souvent donc des personnes qui étaient éloignées de l'emploi ou en fragilité au travers nos programmes de sourcing durable, des programmes qui font que les producteurs de matières premières ont donc accès à l'activité, à des comptes, à des grands clients comme L'Oréal, mais également au travers la formation au métier de beauté pour des femmes éloignées de l'emploi, etc. Donc oui, sur le deux volets, on a des résultats et on continuera de nous engager parce qu'il faut aller toujours plus loin et encore contribuer davantage. Et dernière question pour vous, Alexandra Palt. J'ai reçu de votre part votre dernière innovation parce que j'ai eu un coup de cœur en lisant justement votre communiqué de presse. On est à l'approche de l'été. C'est un tube qui sera commercialisé à partir de mai, d'ici quelques semaines, avec un nouveau tube fait en carton, avec un partenariat entre La Roche-Posay et Albéa. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette justement dernière innovation en termes de tubes solaires et justement de réduction de plastique? Oui, donc ça, c'est une innovation parce que vous avez raison, maintenant, il ne va plus juste suffire de réduire notre impact, hein. On va devoir passer à l'innovation disruptive. Donc, c'est en chemin, hein, parce que malheureusement, l'innovation disruptive, ça n'arrive pas tous les jours, hein, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc là, on a une innovation, on introduit donc du carton pour remplacer le plastique. C'est en progrès, hein, parce que vous voyez, comme vous voyez sur le flacon, il y a 45% moins de plastique, hein, sur l'ensemble. Donc, ça, c'est positif. Donc, ça a une meilleure empreinte que une tube uniquement plastique. Mais nous, on a introduit aussi beaucoup de plastique recyclé dans nos emballages plastiques. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le volet sur lequel on travaille le plus, sur lequel on s'engage beaucoup. D'une part, d'associer du plastique recyclé dans tous nos packaging, d'arriver à 50% en 2025 et d'autre part, en 2000, donc, et de ne pas travailler sur une innovation disruptive ou proposer carrément autre chose, comme ce tube avec du carton ou
des shampoings solides, des recharges. Donc, il y a beaucoup de possibilités. On travaille dans tous les domaines, sur toutes les possibilités. Et on espère ainsi vraiment répondre à la demande de nos consommateurs et consommatrices et bien sûr de continuer à réduire notre empreinte environnementale. Merci Alexandra Palt. Maintenant, on passe à notre deuxième invitée, Fatem Zahra Benis. On vous retrouve juste après Alexandra Palt. Fatem Zahra Benis, de nouveau bonjour. Donc, vous êtes la directrice adjointe de l'association Ikombere. Ikombere qui veut dire en Kinyarwanda, la langue du Rwanda, la maison accueillante. C'est une association qui a été créée, fondée il y a 22 ans par Bernadette Rwegegera. Comment on dit? Comment on prononce? Bernadette Rwegegera. Voilà. Actuellement, il y a 23 salariés. Vous êtes basé à Saint-Denis et c'est là que vous avez votre lieu d'accueil pour les femmes vivant avec le VIH. Votre objectif, c'est de briser l'isolement des femmes, leur donner justement le pouvoir d'agir et de reprendre leur destin en main. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de Ikombere plus globalement? Oui, vous l'avez très bien fait. Donc, je n'ai pas rajouté grand-chose. En fait, Ikombere, notre approche est fondée sur la personne, sur les femmes. Comme vous l'avez dit, qui vivent avec le VIH. Donc, on reçoit en moyenne 500 femmes par année qui sont principalement orientées par les hôpitaux de la région Île-de-France avec lesquels on travaille. Et en fait, l'idée maîtresse, c'est de pouvoir mettre en place un accompagnement basé sur la personne. On ne juge pas, on accueille les femmes dans leur globalité et on les accompagne à différents niveaux. Donc, au niveau sociale par une prise en charge globale qui est portée par des assistantes sociales, par des activités qui vont favoriser la confiance en soi, l'estime de soi, et notamment la socio-esthétique, vous en parliez tout à l'heure avec Alexandra Palt. Voilà, on favorise la confiance et l'estime de soi. Et on a également des activités comme le sport, la diététique, qui contribuent à cela. Et puis, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les femmes vers l'autonomie. Donc, on a tout un volet autour de l'insertion professionnelle pour accompagner les femmes vers l'emploi, durablement vers l'emploi. Donc, en quelques mots, la mission d'Ikombere est d'accompagner les femmes à se relever, des femmes qui ont eu des parcours personnels extrêmement chaotiques et qui vivent avec une maladie qui est encore extrêmement stigmatisante. Et bien justement, parlant des parcours d'insertion, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que je pense qu'on parle d'accès au numérique, de l'alphabétisation, également peut-être des séances de sport, il y a des assistances sociales. J'écoutais également des témoignages avec des conseils de médecins qui viennent justement apporter de l'aide à toutes ces femmes. Oui, alors la particularité d'Ikombere, c'est qu'on a voulu créer un centre, Bernadette Rwegegera et l'ensemble de l'équipe a voulu créer un centre de ressources et éviter finalement et d'être un véritable guichet unique pour les femmes qui nous sont orientées et qui sont souvent très fatiguées par des orientations très multiples dans différentes structures. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on travaille en réseau, on travaille avec d'autres partenaires associatifs pour monter des parcours de femmes. Donc en fait, une femme, lorsqu'elle arrive à Ikombere, elle nous est, comme je le disais tout à l'heure, orientée par un médecin. Et ensuite, elle a un premier accueil avec une assistante sociale où elle va pouvoir faire un diagnostic de ses besoins et de ses difficultés. Donc, il faut savoir qu'en 2019, 80% des femmes nouvellement accueillies avaient des grosses difficultés liées à l'hébergement, qui reste une vraie problématique pour les femmes en situation de précarité en Île-de-France. Et ensuite, une fois qu'elles sont accueillies par l'assistante sociale, elles peuvent bénéficier d'un certain nombre d'activités à la carte, sans aucune obligation. Et l'idée maîtresse aussi d'Ikombere, c'est qu'on est sur une idée d'accueil inconditionnel. C'est que les femmes peuvent venir à n'importe quel moment pour participer à une activité. Il y a un repas qui est un moment extrêmement fédérateur parce qu'on croit, on est basé sur une approche individuelle, mais on croit beaucoup au collectif et à l'échange entre pairs parce que ces femmes finalement se portent entre elles parce qu'elles ont vécu des parcours parfois similaires, elles sont confrontées à une maladie qui les isole et en fait, entre elles, elles parviennent à se relever. Et en fait, on s'est rendu compte d'autant plus de la force de cette entraide mutuelle pendant cette crise qu'on est en train de traverser. On a malheureusement dû fermer pendant quelques semaines le centre d'accueil de jour. Et en fait, c'était les femmes entre elles qui prenaient des nouvelles des unes des autres, qui nous remontaient les informations aussi. Donc, notre grande fierté, c'est d'avoir aussi créé ce réseau et ce réseau entre femmes qui s'entraident au quotidien.
Et la particularité d'Icambéré, c'est que l'accompagnement ne s'arrête jamais. Même une femme qui est aujourd'hui autonome, qui a un autant qu'on emploi, veut, en fait. C'est une vient seconde autant qu'on famille, en fait. voilà, c'est une seconde famille. On vient autant qu'on veut. Il n'y a aucune obligation. La seule obligation, c'est que on met les femmes en responsabilité par rapport à leur accompagnement. On ne fait pas pour elles, mais on fait avec elles. On est vraiment dans une démarche d'empowerment qu'on pourrait traduire par renforcer la capacité d'agir ou le pouvoir d'agir de ces femmes qui en ont au fond d'elles, mais cette capacité a été fragilisée par des parcours de vie compliqués. On reçoit donc des femmes malades, des femmes en situation de précarité qui cumulent de nombreuses vulnérabilités et beaucoup d'entre elles sont migrantes, primo-arrivantes. Donc vous imaginez bien que le chemin qu'elles ont parcouru a été semé d'embûches et que le chemin qui reste à parcourir vers l'autonomie est aussi assez compliqué. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner dans cette démarche d'autonomie. Et en termes d'impact, vous avez à peu près des actions auprès de 3000 personnes chaque année, c'est bien ça? Vous avez 500 femmes accueillies chaque année dans l'accueil de jour, 10 femmes qui sont placées en appartement passerelle et vous en accueillez entre 30 et 60 par jour, c'est bien ça? Enfin, ça, c'était Oui, alors en temps avant la normal, crise sanitaire. là, Voilà. c'était avant. Oui, alors on a une file active d'environ 500 femmes. Et puis, ce que je n'ai pas présenté, c'est que Icambéré est aussi un acteur de prévention et de dépistage hors les murs. Donc, on mène de nombreuses actions où on va vers les populations les plus éloignées du système de soins en apportant des actions de sensibilisation et de dépistage dans les foyers de travailleurs migrants, dans les hôtels sociaux ou encore dans certains lieux d'accueil de ces populations vulnérables. Donc, on a également des actions qui ne sont pas destinées uniquement aux femmes, mais qui sont destinées à toutes les personnes en situation de vulnérabilité pour leur apporter soutien, conseil autour des questions de santé. Donc, on touche en effet des milliers de personnes chaque année sur toute l'Île-de-France. Et nous avons également un programme de médiation en santé dans 13 hôpitaux d'Île-de-France dans lesquels on est présent dans les salles d'attente des services de maladies infectieuses pour rencontrer, informer et accompagner les personnes venant en consultation et aussi accompagner les équipes soignantes à prendre en charge ces personnes qui sont très éloignées du système de soins. Alors du coup, depuis le 17 mai, Fatem Zahra, donc il y a eu la fermeture justement de votre lieu d'accueil. Alors comment vous faites, comme justement l'accompagnement généralement se fait en présentiel, donc sur un lieu physique, comment vous êtes adapté en situation de confinement? Alors, il a fallu, comme beaucoup d'acteurs, faire preuve d'une grande capacité d'innovation et voilà, les associations. On sait que les associations innovent, mais là, une fois de plus, on a bien valorisé cette capacité d'innovation et de flexibilité du secteur associatif qui a dû vraiment s'adapter en très peu de temps pour pouvoir maintenir le lien et le soutien aux personnes qui en avaient le plus besoin. Donc, comme vous le disiez, le 17 mars, on a dû fermer donc les portes d'Icambéré, mais on n'a pas du tout fermé ni l'accueil ni l'accompagnement parce que l'équipe a été totalement mobilisée à distance avec le maintien 7 jours sur 7 du standard téléphonique et avec un gros travail de la part de mes collègues qui ont fait un travail de prospection et proactif, en fait, qui ont été proactifs pour pouvoir recenser les femmes en grande difficulté et pour qui le confinement allait provoquer des situations encore plus compliquées, notamment des femmes qui étaient sans domicile fixe ou encore qui étaient hébergées chez des tiers dans des hébergements qui n'étaient pas du tout adaptés à une situation de confinement. Donc, on a financé des nuitées d'hôtel pour beaucoup d'entre elles. On a apporté une aide financière et également matérielle en organisant des distributions de colis alimentaires au sein de notre centre d'accueil de jour à Saint-Denis. Et on a également fait en sorte de maintenir le lien social parce que la valeur fondatrice d'Icambéré, c'est vraiment de rompre l'isolement des femmes. Et on sait à quel point le confinement a renforcé cet isolement et encore plus pour ces femmes qui sont isolées déjà en dehors du confinement. Donc, il y a eu un véritable travail de soutien moral avec des appels téléphoniques très réguliers et aussi de s'assurer qu'il n'y allait pas avoir de rupture de soins. C'est des femmes qui doivent prendre un traitement lourd tous les jours où la régularité, l'observance est clé. Donc, il a fallu s'assurer avec mes collègues médiatrices de santé
que les femmes prenaient correctement leur traitement, qu'elles comprenaient bien les gestes barrières liés au Covid, etc. Donc, il y a eu un vrai travail d'accompagnement avec aussi des visites à domicile qui ont été réalisées pendant cette période pour les femmes âgées ou particulièrement fragiles par rapport au Covid pour livrer des courses. Donc, on a vraiment adapté notre accompagnement pour faire au mieux en cette période. Et comme je le disais tout à l'heure, on a la chance de pouvoir se reposer sur un réseau de femmes entre elles qui se sont portées assistance mutuellement. Et finalement, ça, c'est un impact finalement qu'on n'avait pas, qu'on valorise pas forcément au quotidien, mais qui est extrêmement fort et qui a démontré toute sa pertinence pendant cette crise. Vous avez également, je vois aussi financer des nuitées d'hôtel également pour ces femmes, c'est ça? Et distribuer des chèques services, oui, parce qu'en fait, beaucoup d'entre elles, des femmes venaient manger tous les jours à Ikambéré un repas gratuit. On a beaucoup de femmes qui n'ont vraiment aucune ressource, qui n'ont aucune ressource financière, qui ne sont pas malheureusement encore régularisées, qui n'ont aucune ressource. Du coup, Ikambéré au quotidien est un centre de solutions et notamment pour pouvoir se nourrir et donc il a fallu très vite trouver des solutions pour permettre à ces femmes de continuer à manger, à les mettre aussi en réseau avec d'autres associations qui étaient sur leur lieu d'habitation, parce qu'en fait, on accueille des femmes, on est situé en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, mais on accueille des femmes de tout le territoire francilien. Et du coup, il a fallu se mettre en réseau avec d'autres structures associatives pour faire des orientations, pour les accompagner et pour faire en sorte que des femmes puissent continuer à se nourrir correctement. Et c'est un enjeu d'autant plus important que ce sont des femmes qui doivent prendre un traitement assez important, lourd, et pour qui l'alimentation est clé. Et vous avez touché combien de femmes? Vous avez accompagné combien de femmes durant cette crise? Et est-ce que vous avez perdu aussi le lien avec certaines d'entre elles à cause de cette crise? Alors, on a donc évalué le nombre de femmes qu'on avait directement touchées pendant la crise. On est aux alentours de 120 femmes avec qui on a été en contact direct et qui ont pu bénéficier d'une aide directe de la part de la structure, soit par le financement de nuitées d'hôtel, de chèques services ou encore de colis alimentaires, ou aussi d'actions de médiation et d'échanges avec l'équipe. Et en fait, on n'a pas réellement perdu de vue des femmes parce qu'on a pu, même si il y avait certaines femmes dont on n'avait pas le lien direct, on a pu avoir des liens grâce à des femmes que nous accompagnons et qui ont eu des liens avec celles-ci. On a aussi des femmes qui étaient parties en voyage, voir leur famille et qui se sont retrouvées bloquées dans leur pays d'origine sans accès au traitement. Donc tout ça, ça a été aussi des problématiques auxquelles il a fallu qu'on réfléchisse pour apporter des réponses adaptées le mieux possible. Là, on a la chance d'avoir pu réouvrir le centre d'accueil de jour le 11 mai dernier. On se réadapte gentiment et le mieux possible à accueillir de nouveau les femmes au sein du centre d'accueil de jour, mais tout en maintenant ces actions parce que toutes ne peuvent pas se déplacer. Il y a encore pas mal de limitations au déplacement, notamment en Île-de-France. Ikambéré donc a été soutenu durant cette crise par plusieurs fonds d'urgence, dont la Fondation L'Oréal, c'est ça? Il y a un lien avec Alexandra Palt. Oui, tout à fait. En fait, on est partenaire de la Fondation L'Oréal depuis plusieurs années qui nous accompagne sur le programme Beauty for a Better Life, notamment sur les actions de socio-esthétique qu'on mène depuis de nombreuses années à Ikambéré. Donc, on a un lien assez privilégié avec la Fondation, avec le CODES également qui forme les socio-esthéticiennes, parce qu'on croit sincèrement que la confiance en soi, l'insertion, l'estime passe aussi par une réappropriation de son corps et qui est d'autant plus importante pour des femmes qui ont été victimes de violences, qui vivent avec une maladie stigmatisante et qui vivent en grande précarité. Donc, c'est un élément central de notre accompagnement. Et lorsque la crise a commencé, on a été, je dois le dire, c'est assez étonnant, on a été contacté par la Fondation L'Oréal pour vraiment comprendre nos besoins, pour savoir quelles étaient les actions qui étaient menées pendant cette période de confinement. Et ils ont répondu très rapidement à notre appel au secours, parce que c'est vrai que pour beaucoup d'associations actuellement,
il y a une grande part d'incertitude et d'inquiétude par rapport à la pérennisation de nos actions dans un système, voilà, dans un contexte économique qui va avoir des impacts aussi pour les structures associatives. Donc, merci pour cet engagement de la part des entreprises et des fondations d'avoir répondu présent lors de cette crise. Mais j'ai envie de dire, le plus dur reste à venir. On voit déjà l'impact qu'a pu avoir 8 semaines de confinement sur ces femmes. C'est des impacts qui vont prendre du temps à résoudre, des difficultés qui sont… Voilà, c'est un environnement et un contexte qui a d'autant plus fragilisé ces femmes. Et là, du coup, il va falloir qu'on soit encore plus pertinent dans notre accompagnement et on va avoir besoin de soutien pour pouvoir les accompagner. Donc, n'oublions pas le secteur associatif, n'oublions pas les acteurs de terrain. Il y a eu une mobilisation, j'en suis très heureuse, nous en sommes tous très heureux, mais ne nous arrêtons pas là. Et comme le disait très justement Alexandra tout à l'heure, nous sommes qu'au début et il faut que cet engagement perdure. Et je trouve que cette crise a valorisé beaucoup de choses aussi, a valorisé un système de santé certes fragile mais solide, mais aussi un système social ou en tout cas des acteurs associatifs qui étaient en capacité de répondre de façon très proactive et très innovante à cette crise. Et du coup, il faut leur donner les moyens, il faut nous donner les moyens de continuer à mener des actions au plus près des populations qui vont être d'autant plus touchées par la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alexandra Pape, vous venez d'écouter un témoignage. En plus, vous avez envie de réagir? Ça n'a pas de prix d'avoir un témoignage comme ça d'une des associations que vous soutenez. Oui, heureusement, c'est vrai qu'on a des liens très proches avec les associations qu'on soutient et donc le dimanche du début du confinement, on s'est dit il faut qu'on appelle et qu'on sache ce qui se passe et comment on peut contribuer. Et moi, je voudrais leur témoigner surtout de mes remerciements parce que je trouve que les associations ont fait un travail extraordinaire. Bon, et surtout les associations très proches de bénéficiaires. Donc, c'est ces acteurs de terrain dans les quartiers. Il y avait également Banlieue Santé, il y a Emmaüs Solidarité, les petits frères de pauvres, tous ces permanents et bénévoles qui ont au quotidien accompagné les populations les plus fragiles. C'est à nous de leur remercier. Et c'est tout le sens de l'action qu'on poursuit maintenant. C'est-à-dire, pendant cette crise, on a vu à quel point les associations pas trop grandes, proches de populations qu'elles veulent accompagner sont importantes. Et post-crise, le risque, c'est que ces associations-là vont rencontrer des difficultés de poursuivre leurs activités, des difficultés économiques. Et donc, notre engagement pour les 50 millions pour les femmes vont exactement dans ce sens-là, accompagner cette société civile-là dont on a absolument besoin. Et qui font un travail remarquable au quotidien pour garantir que la crise ne les fait pas disparaître ou ne les impacte pas terriblement. Non, et donc du coup, effectivement, il va falloir continuer dans cet élan de justement d'aide et de justement des responsabilités sans doute des entreprises et des fondations de soutenir ce tissu associatif français dont on a tant besoin. Je vais terminer par une question à vous deux. Je vais commencer par Alexandra Palt. De manière plus personnelle, plus intime, comment dans votre vie de femme, ça vous a impacté cette crise et qu'est-ce que ça a changé chez vous? Peut-être un changement de comportement, un changement de vision. Comment ça vous a touché personnellement? Je pense comme nous toutes et tous, c'est par phase. Il y avait c'est vrai que je trouvais que j'avais beaucoup de chance à vivre en banlieue. Je vis dans le 93 et donc c'était un moment, c'était un peu un village et donc le confinement a été un peu plus facile à vivre, je pense que au cœur de la capitale. Donc moi, j'étais très reconnaissante parce que j'ai un mari qui fait vraiment plus que 50%. Donc, ça aussi, j'étais très reconnaissante pour
à ma situation. Les enfants trouvaient que c'était un bon moment. Après, moi, je trouvais un peu challenging, c'était l'enchaînement de réunions sur écran. Et bien sûr, aussi, à certains moments, on se demande, mais à quoi je sers? Justement, des associations, les bénévoles, ils sont sur le terrain. Donc, il y a aussi des moments de doute et de déstabilisation. Ce que je garde, bon, j'étais déjà avant assez famille et casanière, donc ça ne change pas complètement ma manière de vivre. Mais ce que je garde, c'est peut-être encore plus toujours l'essentiel et avoir le courage et quelquefois aussi la discipline de le poursuivre. Merci Alexandra Pal. Fatem Zahra, même question pour vous. Qu'est-ce que cette crise a changé chez vous? Alors, je pense qu'il est encore un peu tôt pour y répondre complètement, mais en tout cas, ce que ça a renforcé mon engagement. Je pense que cette crise et le travail que je mène et que j'ai la chance de mener auprès de cette équipe à Ecambéré a été d'autant plus renforcé pendant cette crise parce que on a pu ressentir une véritable mobilisation de la part de l'équipe pour pouvoir répondre aux besoins de ces femmes qu'on accompagne au quotidien. Et puis forcément, quand on est face à ce type de difficultés, une capacité à davantage relativiser sur nos questionnements personnels, sur nos difficultés aussi personnelles. Et puis l'importance du lien social. Je pense que cette crise aussi nous a révélé à quel point il était important de maintenir, de consolider les liens avec les personnes qui comptent pour nous, et que la maladie, notamment, voilà, ce qu'on a pu vivre pendant cette crise du coronavirus, voilà, la maladie, la difficulté peut nous affecter à tout moment, et du coup, il faut prendre soin et garder le lien et préserver le lien avec ceux qu'on aime. Donc ça, je pense que ça a encore davantage renforcé cette idée que j'avais en moi. Eh bien, merci à vous deux pour vos témoignages. C'était une émission un épisode bouleversant, en tout cas passionnant et inspirant. Deux femmes engagées, chacune dans ses domaines, et vous êtes toutes les deux actrices. Et en plus, c'était beau de vous voir toutes les deux avec ce lien corrélé entre la fondation et l'association. Donc, merci beaucoup Alexandra Palt de votre temps, et merci beaucoup Fatem Zahra Benis. J'aurai peut-être le plaisir de vous retrouver dans un autre format. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 3 juin. À 17h. C'est toujours en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Et vous pouvez également retrouver les initiatives solidaires des membres de la coalition 10% sur le site de French Impact, rubrique Entraîne. Merci beaucoup encore à mes deux invités et à très bientôt.